On évoquait donc l'actualité béninoise où l'ancien président est mis en cause lors du procès historique donc de ICC Services. Et cela nous amène, Jean-Paul, à parler aussi d'une autre forme, hein, peut-être de ce qui ressemble à cette pyramide de Ponzi, mais ce qu'on appelle aujourd'hui le business de réseau, et beaucoup s'y adonnent aussi. Non, c'est l'appât du gain. Ce n'est pas particulier aux pays pauvres, peut-être encore plus, mais vous connaissez cette tentation que les gens ont lorsque, y compris dans les pays occidentaux, lorsque depuis Abidjan ou depuis Cotonou, on envoie des mails en disant que vous avez gagné et je sais pas, une forte somme de la part de BitGate et tout ça, mais beaucoup de gens tombent dans cette attrape nigo et beaucoup de gens, y compris en Occident. J'ai suivi une émission où je crois que c'est un ancien sportif qui est tombé dans cette histoire aussi. Donc, c'est l'appât du gain qui est peut-être naturel chez tous les hommes. C'est ce qu'il faut expliquer encore plus à nos compatriotes et puis aux Africains, c'est que seul le travail paie. Il y a pas de miracle. Lorsque on vous demande peu d'efforts, on vous demande très peu d'investissement pour gagner gros, sachez que quelque part, il y a anguille sous roche. Donc, il faut se méfier de ce genre d'opportunités un peu foireuses qui vous sont offertes. C'est peut-être les premiers venus sont bien servis, mieux servis, mais c'est peut-être vous qui allez venir en dernière position, qui allez en pâtir. Donc, encore une fois, il appartient à l'État de protéger les citoyens de ce genre de phénomène. Oui, mais là, est-ce que c'est pas difficile pour l'État de jouer ce rôle dans la mesure où il s'agira de dire, bon, telle initiative va échouer, alors que vous n'en savez rien non, mais déjà, il faut que l'initiative respecte un certain nombre de règles, un certain nombre de formes. Lorsque s'installe dans un pays une structure qui n'a pas l'agrément, qui n'a pas les autorisations nécessaires pour exercer une activité, il faut tout de suite arrêter cette activité-là. Donc, c'est ça d'abord le rôle de l'État. Maintenant, si les individus respectent toute la procédure, ont toutes les autorisations, effectivement, l'État ne peut intervenir qu'après coup. Mais, comme mon confrère l'a dit, l'État a beaucoup de services justement à son service, les renseignements, la police, la gendarmerie et des experts à son service qui lui permettent aussi parfois d'anticiper. Et d'autant plus que les phénomènes qui se déroulent dans un pays se sont déjà déroulés souvent dans d'autres pays. Donc on peut s'en inspirer. Donc s'il y a une innovation dans un service, dans une prestation, il faut que les services de l'État se renseignent si cette prestation n'a déjà pas existé ailleurs et pour qu'on s'en prémunisse contre les citoyens qui, encore une fois, sont attirés par le gain facile. Donc, il faut la vigilance citoyenne. Tout à fait, il faut la vigilance citoyenne. L'État doit activer tous ces réseaux. Vous savez, quand on parle de renseignement, ce n'est pas seulement sur le plan sécuritaire. Il y a le côté économique, le côté social et tout ça là. Donc, il faut mettre en même temps à contribution toutes ces structures-là qui travaillent sous forme de veille aussi, sous forme d'anticipation et de collecte des informations pour qu'il soit nécessaire et qui puisse permettre à l'État de pouvoir agir et de protéger les citoyens. Nous allons passer maintenant à la République démocratique du Congo. À moins d'une semaine des élections dans le pays, les États-Unis ont annoncé dimanche 16 décembre avoir évacué le personnel non essentiel. Ils exhortent aussi leurs ressortissants à quitter le pays, une mesure de prudence, dit l'un des porte-parole du département d'État, Bryant Neubert. Les élections présidentielles, législatives et provinciales sont prévues le dimanche 23 décembre. La désignation du successeur du président Joseph Kabila est l'enjeu du scrutin dans ce pays où sévit un climat de violence. Alors déjà, Jean-Paul, si les États-Unis évacuent leur personnel non essentiel, c'est qu'il y a des signaux qu'ils ont à leur niveau que ça va être chaud. Nécessairement, puisqu'ils l'ont dit pour expliquer cette décision quand même assez grave, évacuer le personnel, mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont demandé à leurs ressortissants de quitter le pays. Donc, c'est qu'ils ont des informations qui
atteste qu'il y a un grand risque de violence électorale, de violence post-électorale. À écouter les uns les autres, franchement, on a l'impression, en tout cas pour nous Togolais, qu'on est en train de vivre en RDC un peu le remake de ce qui s'est passé ici en 2005, mais en puissance 10 à cause justement de l'étendue du territoire et puis du fait que dans ce pays circulent beaucoup d'armes. Il y a beaucoup de chefs de guerre, il y a des zones quasiment inaccessibles pour l'État central, etc. Donc moi je crains que tout ça ne dégénère en de graves violations des droits de l'homme, en de graves violences avec beaucoup de pertes en vies humaines, d'autant plus que lorsqu'on écoute les candidats, ils sont tous certains convaincus qu'ils ne peuvent pas perdre. Lorsque les candidats vont à une compétition et sont convaincus qu'ils ne peuvent pas perdre et que s'ils perdaient, ça voudrait dire qu'il y a eu fraude, il y a eu tricherie, on va nécessairement à des affrontements. J'ai écouté certains candidats ce matin appeler déjà leurs militants se préparer au cas où la CENI ne les déclarerait pas vainqueurs. Donc je crains pour ce pays, je ne sais pas comment ils vont anticiper, en tout cas empêcher ce que tout le monde voit venir, d'autant plus que la société civile, l'Église, etc., se sont mobilisés sans succès jusqu'alors pour d'abord demander le départ du président et l'organisation de ces élections. Et donc, je crains beaucoup pour l'avenir de ce pays. Et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir si, surtout des pays comme les États-Unis, qui peuvent éventuellement s'impliquer dans la résolution, ou en tout cas dans l'anticipation de ces violences, quelque part s'en lavent les mains, ferment les yeux et préfèrent fermer leur ambassade et prendre la poudre d'escampette. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu hypocrite de la part des États-Unis quand on sait que les États-Unis font partie d'un des pays qui ont poussé Joseph Kabila justement à organiser des élections pour quitter le pouvoir? Non, on ne peut pas parler d'une hypocrisie. Non, c'est parce que la situation sécuritaire s'est nettement dégradée et donc il fallait protéger d'abord leurs ressortissants, ce qui est normal, et en même temps déconseiller la destination RDC à tous les citoyens américains parce que c'est vrai que par rapport à la mobilité, par rapport au business et autres, là, les Américains sont tentés de circuler partout dans le monde. Donc on leur dit la destination RDC n'est plus conseillée, n'allez pas vers Kinshasa parce qu'il y a des risques que ces élections-là puissent dégénérer, puissent aller dans des situations assez dramatiques, des situations de crise et même de violence vraiment très meurtrières. Donc, parce qu'il y a un antécédent. Les gens savent que, comme le disait M. Jean-Paul Ago, les armes circulent. Il y a des chefs de guerre. Bemba est revenu au pays. Vous comprenez? Donc, la menace pour que ce pays bascule dans la violence, disons, la probabilité est très forte. Donc il faut très tôt demander à ces ressortissants de ne pas s'aventurer en RDC et en même temps ceux qui y sont de pouvoir quitter le pays avant que la situation ne soit vraiment dépassée par, disons, leur capacité de rapatriement, bien leur capacité de protection de leurs citoyens. Voilà ce qui se passe dans le contexte de la RDC. C'est pourquoi le département d'État parle de vigilance, vous comprenez. Donc c'est par prudence qu'on dit aux gens de quitter. Mais ce qui m'offusque dans cette situation, c'est que quand on parle des États-Unis, il faut voir en même temps le système des Nations Unies, il faut voir en même temps l'ONU. Mais qu'est-ce qu'ils font pour que cette situation ne dégénère pas? Jusqu'alors, il n'y a pas d'initiative assez sérieuse qui puisse nous amener à dire que la situation pourra, en tout cas, ne pas dégénérer comme les gens le craignent. Mais voilà. Maintenant, je me demande, est-ce qu'au niveau de Kabila, il y a eu une prise de conscience par rapport à cette situation? Il y a ce problème aussi qui est sur le tapis, puisque quoi qu'on dise jusqu'alors, c'est lui qui dirige le pays. Il a vraiment ce devoir
de protéger les citoyens, de faire en sorte que le pays ne bascule pas dans la violence. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont pris à ce niveau? On dira que l'armée et la police sont mobilisés pour faire le travail, mais on sait que dans cette situation, Kabila, son souci premier, c'est de tout faire pour que son dauphin puisse passer. Et dans cette situation, on peut faire feu de tout bois, et même si il faut marcher sur l'opposition, Kabila doit tout faire pour que son dauphin puisse passer. Et c'est ce qui est vraiment à craindre dans cette situation. Est-ce que le Congo peut connaître une situation pire que ce que le pays connaît déjà? Parce que si vous allez dans l'Ituri, dans le Kivu, tout ça, c'est pas la sérénité. Donc. Mais on y va tout droit. Si il n'y a pas un sursaut patriotique à leur niveau et puis peut-être un accompagnement de la communauté internationale. Moi, je crains qu'on aille vers quelque chose d'encore plus grave que la situation actuelle, parce que le terreau est propice. Et souvent en Afrique, les élections sont un moment d'extrême tension. Dans tous les pays, même des pays qui ont déjà une longue tradition démocratique, qui ont connu des alternances, même dans ces pays-là, je vais citer le Ghana, le Sénégal, c'est des moments d'extrême tension. L'élection présidentielle en Afrique, c'est toujours le cas. Alors lorsque ça se déroule, qui plus est dans un pays déjà où prospèrent des bandes armées, des chefs de guerre, où des zones sont inaccessibles, etc. Donc la menace est multipliée par 5 et par 10, et on n'a pas l'impression que des deux côtés, les acteurs sont prêts à appeler à l'apaisement. Je ne vois pas de déclaration, je ne vois pas de mesures qui soient prises ou annoncées pour apaiser tout ça. J'entends pas beaucoup non plus pour la société civile, ceux qui peuvent contribuer à apaiser les choses. Au contraire, c'est plutôt de l'huile qui est tous les jours jetée sur le feu. Donc, je crains fort. Mais on est encore à quelques jours du scrutin. Peut-être qu'il y aura un sursaut, même si j'en doute fort. Alors, ce scrutin, avant d'entrer en studio, je lisais des informations à propos de la RDC. La CENI pense à un report de 7 jours en raison d'un certain nombre de faits. Et puis, il y a Kinshasa où la campagne électorale a dû être suspendu. C'est tout ça qui participe du climat inquiétant que les États-Unis voient? Oui, vous savez, la tension est montée d'un cran dans tous les camps, même du côté de l'opposition. Vous voyez, il y a quand même cette confiance, même si c'est entre guillemets, comme quoi ils parviendront à damer le pion au candidat de Kabila. Et du côté du pouvoir aussi, on estime qu'on est populaire, on a beaucoup d'électeurs, disons, acquis à leur cause, donc ils feront un effort nécessaire pour battre l'opposition. Donc, dans tous les cas, il y a cette confiance et qui amène chaque, disons, candidat à se dire que si au soir du 23 décembre, on ne me proclame pas, disons, président de la République, c'est que les élections ont été truquées, c'est qu'on a volé ma victoire. Donc, quand vous êtes dans cette situation, vous comprenez que chacun se prépare et la tension n'est pas sous contrôle. Le fait même d'arrêter la campagne à Kinshasa, c'est parce que le candidat de l'opposition va arriver, vous savez, il va animer, Martin Fayulu va arriver, il va animer sa campagne là-bas, et dans le contexte où il y a déjà ces antagonismes, il y a déjà une montée assez vertigineuse de la situation, c'est que cette campagne risque de connaître aussi des situations assez fâcheuses. Donc il fallait peut-être prévoir cela, il fallait faire un effort pour arrêter que cela ne dégénère davantage. Donc voilà pourquoi j'estime que ça a été arrêté pour que la tension baisse un tant soit peu et de pouvoir créer une situation sous contrôle à Kinshasa, et lorsque le candidat de l'opposition arrivera, que la situation puisse être sous contrôle et bien maîtrisée pour qu'il n'y ait pas assez de dérapage comme c'est le cas. Puisque ça se dessine déjà, quand vous voyez un peu l'atmosphère, vous savez que c'est une tension c'est une campagne plutôt et qui risque vraiment d'enflammer les passions et
amener peut-être même à des réactions assez violentes. Oui, mais au regard de tout cela, je l'ai dit tout à l'heure, on a poussé Kabila à organiser les élections. Est-ce que le Congo est prêt à organiser des élections aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question. Vu l'étendue du territoire, vu les difficultés, etc., que connaît le pays, il faut se demander s'ils sont prêts. Mais Kabila aurait dû organiser ces élections depuis 2 ans. Donc, ils ont eu 2 ans pour se préparer à ces élections. Donc, s'ils ne sont pas prêts, c'est aussi peut-être quelque part parce qu'il y a une certaine mauvaise foi ou une mauvaise volonté de le faire. Parce qu'ils ont eu tout le temps de mobiliser les moyens logistiques, les moyens humains et les moyens financiers pour organiser ces élections. Mais le contexte dans lequel se déroulent ces élections est effectivement interroge. N'oublions pas aussi que est venu s'ajouter aux différentes difficultés dont nous avons fait cas aussi, l'incendie curieuse de l'entrepôt de la CENI. Vous imaginez par exemple que quelqu'un aille incendier la CENI, notre CENI, sur le boulevard Yadema, c'est quelque chose d'impensable. Donc ça aussi vient jeter la suspicion sur la réelle volonté du pouvoir de Kinshasa d'organiser ces élections dans de bonnes conditions et puis aussi d'accepter éventuellement la défaite du candidat du pouvoir. Alors justement, tout cela, est-ce que ce n'est pas aussi le pouvoir qui est dans cette turpitude-là? Non, on peut être tenté de le penser ainsi, parce que M. Jean-Paul disait tout de suite que Kabila a eu tout le temps pour organiser les élections, mais il n'a pas daigné le faire. Et il évoquait souvent le climat sécuritaire peu propice à des élections. Non, mais non. Déjà, au début de son 2e mandat, il devait savoir que les élections doivent être organisées et mettre les bouchées doubles pour aller à ces élections. Parce que là, si les États-Unis évacuent leur personnel, c'est qu'ils voient un climat, le même climat que dénonce. Non. Il aurait pu travailler en amont. Il a contribué à ce climat. Il aurait pu travailler en amont pour que ces élections-là se déroulent. Et moi, je dis que c'est de la mauvaise foi, comme le reconnaissait M. Jean-Paul, de la mauvaise foi. Il n'y avait pas cette volonté politique à organiser ces élections. Et vous savez, en Afrique, quand ces présidents-là, ces potentats-là arrivent à la tête des pays avec l'effet des privilèges, tout ce qu'ils ont, avec la jouissance qu'ils en font, ils ne travaillent pas véritablement pour leur population. C'est la jouissance. Ils sont dans la jouissance, dans les voyages, dans la bamboula, dans les promenades, dans tout ce que vous connaissez, comme jouissance des privilèges que confère le poste de président de la République. Donc ils oublient l'essentiel. Ils sont là dans la fête et ils ne veulent pas quitter. Et finalement, c'est la boulimie du pouvoir qui les prend et voilà, ils ne veulent pas quitter, ils sont là. Ils créent toutes les situations possibles pour encore, disons, amener leur mandat à être beaucoup plus élastique, à s'étirer davantage. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Kabila n'a pas voulu organiser ces élections. Il a été contraint par la communauté internationale, mais jusqu'alors, s'il peut avoir des marges de manœuvre, s'il peut encore créer des situations pour amener encore son mandat à 1 année, je pense qu'il n'hésiterait pas à le faire. Donc il va toujours chercher de le faire et il revient bien évidemment aux Congolais de prendre leurs responsabilités, de tout faire pour que ces élections-là se tiennent, pour que Kabila quitte une fois pour de bon. Alors ce climat que voient les États-Unis, il y a aussi d'autres ambassades, la France, la Belgique, tout ça qui nous disent rien pour le moment. Oui, en tout cas, ils n'ont pas encore décidé de demander à leurs ressortissants de quitter le pays, tout ça. Peut-être qu'ils n'ont pas la même lecture. Peut-être aussi que la décision américaine est un moyen aussi de faire une douce pression sur le processus et que les Européens ont plutôt une lecture beaucoup plus nuancée ou beaucoup plus beaucoup plus modérée de la situation. Chaque pays a ses intérêts, sa façon de voir les choses, comment peser aujourd'hui sur la situation et peut-être en tirer les dividendes au lendemain des élections. Mais je crois que pour tout acteur, ce qui se passe aujourd'hui en RDC interpelle et est inquiétant. Est-ce que l'idéal, c'est de reporter de quelques jours au moins?
Mais reporter ces élections, je crois que ça aussi, ça va créer des tensions, puisque encore une fois, ces élections auraient dû avoir lieu depuis 2 ans. On n'est pas, par exemple, au Togo où c'est le pouvoir qui va organiser l'opposition ne veut pas là-bas, c'est le pouvoir qui veut pas organiser les élections. Donc, depuis 2 ans, ces élections auraient dû avoir lieu. Donc, repousser encore, je crois que ça va créer des tensions. Je ne sais pas si sur le plan logistique et matériel, ils ont besoin objectivement de repousser les élections. Mais nécessairement, ça va être interprété comme une volonté de ne pas faire ces élections, puisque chacun a dit que ces élections doivent avoir lieu avant le 31 décembre pour que Kabila passe la main. 1 heure de plus pour Kabila au pouvoir, 1 jour de plus, 1 semaine de plus, je crois que ça risque de créer davantage de tensions. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Si la CENI n'a véritablement pas les moyens d'organiser ces élections, bon, je crois que les gens feront avec. Mais qui nous dit que après les 7 jours, ils ne vont pas encore demander 7 jours. Après 7 mois, après on est reparti pour un tour. C'est quoi, selon vous, l'idéal pour le Congo aujourd'hui? Non, il faut forcément, coûte que coûte à ces élections. Il faut forcément aller aux élections puisque c'est fixé. La campagne a déjà commencé, les gens sont déjà dans la fièvre électorale, donc il faudrait tout faire pour maintenir le cap et aller à ces élections. Moi, je pense que c'est l'idéal. C'est ce qu'il faut faire pour la RDC et finir avec l'ère Kabila et voir dans quelle mesure on peut, après ces élections, entamer un processus de réconciliation et autres là, et tous les mécanismes qu'il faut pour ramener la paix dans le pays et renouer avec la cohésion sociale, amener les Congolais à se pardonner, à aller vers le vivre ensemble et à construire leur pays. Je pense que c'est l'idéal. C'est ce qu'il faut faire après ces élections. Il faut coûte que coûte aller à ces élections. Malgré les conditions que l'opposition elle-même, l'opposition congolaise dénonce, elle est quand même prête à aller aux élections. Oui, elle est prête à aller à ces élections parce qu'elle a beaucoup d'arguments contre Kabila. Et là aussi, surtout là, quand on parle de la marchandise politique, elle en a suffisamment. Et elle a vraiment, comme on le dit, des arguments à faire valoir sur le terrain pour pouvoir mobiliser autant de Congolais et pour pouvoir en tout cas faire un effort et chasser. Bon, je dis chasser, pas les urnes bien évidemment, pour chasser Kabila parce que à un moment donné, les gens n'en pouvaient plus, les gens ne supportaient plus Kabila. Vous avez vu la montée au créneau de l'Église catholique, des associations de la société civile, même vraiment tous les citoyens congolais à un moment donné en avaient marre de Kabila parce que il n'en pouvait plus. Kabila devait quitter, mais il s'accroche toujours au pouvoir et ça créait des tensions et ça alimentait même les zones de tension. Vous avez parlé du Kivu, vous avez parlé du Ituri, même dans le Goma, tout ça là. Ses proches collaborateurs, ceux qui étaient avec lui, je vais parler de Katumbi, qui a beaucoup travaillé pour la venue au pouvoir de Kabila et qui a même soutenu Kabila lors de son premier mandat, tout ça là, ils sont devenus ses ennemis parce qu'ils lui conseillaient de ne pas tenter un 3e mandat. Je pense que c'est ça le problème. Est-ce que ça ne vous paraît pas un peu curieuse l'attitude de l'opposition congolaise? C'est-à-dire, elle a dénoncé 6 millions d'inscrits sans empreinte, elle a dénoncé la machine à voter et tout, mais elle dit, bon, on maintient les élections. Oui, ça pose la question du choix du boycott ou non des élections dans nos pays. On souhaite qu'il y ait une alternance au Congo. Le président qui est aujourd'hui à la tête du pays a fini son mandat depuis 2 ans. Chacun réclame son départ à travers des urnes et non pas la rue. Et je crois que les opposants congolais estiment que même si toutes les conditions ne sont pas réunies, vaut mieux participer à ces élections. Parce que s'ils n'y participent pas, c'est que c'est le dauphin de Kabila qui passe. Donc ils ont envie de vivre ça. Ce qu'on oublie souvent, c'est que en réalité, une élection crée sa propre dynamique. Vous pouvez contester la manière de gouverner, vous pouvez contester les décisions, vous pouvez réclamer des choses, un certain nombre de choses, mais la dynamique d'une élection, elle est différente. On ne peut jamais partir perdant d'une élection. Surtout lorsque vous êtes convaincu, peut-être certains le font de mauvaise foi, lorsque vous êtes convaincu que vous avez suffisamment, en tout cas vous avez la majorité des électeurs avec vous, vous ne pouvez pas vous dispenser de participer à la compétition parce que vous ne savez pas ce qui va se passer.
On va prendre un exemple tout récent. À la veille des élections présidentielles en Gambie, moi je suivais le journal de RFI. Et le journaliste disait, alors demain ont lieu en Gambie les élections présidentielles sans enjeu, sans surprise, parce qu'on connaît en gros le bonhomme et on connaît déjà les résultats qui sont déjà prêts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on ne peut pas présumer de ce qui va se passer dans une dynamique d'élection. Donc, pour ma part, il faut se battre pour en avoir les conditions les meilleures, mais aucun scrutin n'est tout à fait à 100% transparent et crédible et tout ça. Il y a toujours, surtout en Afrique, il ne faut pas oublier qu'on est dans des pays fragiles, économiquement fragiles, on n'a pas tous les moyens, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'analphabètes qui comprennent même pas les grands enjeux, etc. Il y a beaucoup de défaillances technologiques et tout ça. On ne peut pas estimer que c'est à 100%. Même dans les pays qu'on considère comme les plus avancés sur le plan démocratique, tout ça, le Ghana, encore une fois, le Sénégal, il y a des contestations. Oui. Mais à un moment donné, les contestations laissent place finalement, en tout cas, se résolvent face à la décision de l'instance suprême. Mais les gens contestent. Donc ça veut dire que tout n'est pas parfait. Donc ça ne doit pas amener les uns les autres à décider de ne pas y participer. Parce qu'aujourd'hui, enfin, si le Adama Barrow avait décidé de ne pas participer à cette élection parce que tout était joué d'avance, aujourd'hui il ne serait pas président de la République. On va observer maintenant la pause et après le journal, on va revenir pour parler du Togo.